Dans le dernier épisode, moi puis Marc, on vous a parlé d'à quel point on voulait être def pour performer au niveau universitaire. On vous a dit que ça n'a pas marché. Mais il y a un paquet d'autres erreurs qu'on a fait qui sont pas liées à l'entraînement, qui nous ont nuit au niveau universitaire. Écoutez l'épisode, puis vous allez en savoir plus sur les erreurs que j'ai fait et les erreurs que Coach Marc a fait pour pas que tu les fasses toi-même chez toi. So, dans les dernières semaines, on a record un épisode sur les pires erreurs qu'on a fait dans notre training, moi puis Marc, pour notre transition universitaire. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais on va parler de d'autres aspects, ok, qui ne sont pas nécessairement liés au training. On va parler d'aspects qui sont liés plus peut-être au football, pour ma part, carrément par rapport au coaching. Puis je vais enchaîner direct. Je vais enchaîner tout de suite. Puis maintenant, je suis un coach. OK? Ça fait 5 ans que je coach collégial. Puis j'ai joué 5 ans universitaire. Fait comme, on va dire que j'ai un équivalent d'expérience en termes de temps en tant que joueur, puis en tant que coach. Puis je peux maintenant comme comparer certaines choses que je vivais en tant que joueur du point de vue du coach maintenant. OK? Puis la grosse erreur que j'ai fait, c'est d'essayer d'appliquer parfaitement la technique que le coach m'enseignait. Puis là, je dis ça. Puis là, les gars que je coach vont peut-être m'écouter et vont être comme ah, bam, les techniques que tu nous enseignes, c'est trash. Je vais faire comme tu conseilles sur le podcast. Fait que peut-être que je suis en train de me foutre dans la merde. Mais ce que j'aurais dû faire. Exactement qui va te dire ça. Moi aussi. Hey, On Bam, dira pas man, son nom, mais. Non, mais hey, Bam, man, je te dis, j'ai écouté le podcast. Les deux, on sait de qui on parle. Ouais. Bon, on fera pas de name drop. So, ouais, vas-y. Ce que j'aurais dû faire à la place, c'est comprendre qu'est-ce que le coach voulait que je réalise comme job sur le field. Que oui, j'essaye les techniques, ok, puis que j'essaye ce qu'il me montrait, mais que at the end of the day, en situation de compétition, que je trouve le moyen de réaliser la job. Même si techniquement, c'était pas clean, si on veut. Yeah. 100%. Comme... On le voit tout le temps, man. On le voit tout le temps. Il y a il y a beaucoup de gars avec des énormes potentiels qui ralentissent tellement leur jeu, puis qui commencent à bouger de façon tellement pas naturelle, puis tellement pas awkward, fluide. Man. Pas fluide, parce qu'ils essayent d'avoir la technique parfaite. Je pense pas que c'était mon cas à moi. Il y a d'autres choses similaires qui m'ont nuit. Mais man, ça, on le voit beaucoup. Des gars qui, c'est bien de focus sur la technique. Puis tu sais, une des choses qui est vraiment cool quand tu coaches, c'est d'enseigner quelque chose à quelqu'un puis qu'il l'applique. Tu sais, quelqu'un qui applique puis qui change tout de suite. Mais il y a des fois que si tu comprends pas pourquoi on fait les choses puis que la résultante de ce que tu essaies de faire marche juste pas, ben man, peut-être que tu perds ton temps, là. Écoute, quand tu apprends un nouveau skills, ou que tu modifies un skills, il y a une période où est-ce que tu vas avoir une drop dans ta performance, puis c'est normal. Mais si après un certain bout de temps, ça remonte pas, ou si tu n'as pas le temps, ok, parce que ça, c'est une autre composante. Tu n'as pas le temps de vivre avec cette drop-là dans la performance parce que tu te bats pour un spot. Ben, à un moment donné, il faut que tu te dises fuck it. Je veux dire, si toi, tu as la latitude, là, tu le sais qu'à long terme, tu modifies ta technique de man coverage, tu sais que à long terme, tu vas moins te faire battre, tu vas faire plus de plays. OK. Si tu as le temps de changer ta technique, vas-y, tu es en camp de printemps, ton spot est secure, même si les coachs vont toujours dire qu'il n'y a aucun spot de secure. Je veux dire, tu peux le filer. Là. Des fois, il y a des. Tu le sais, là, si ton spot est secure ou non. Ben, vas-y. C'est le temps. C'est le temps de te planter. Tu as l'occasion de le faire, puis de le faire en pratique, puis de commencer à pratiquer ça pour qu'à long terme, ça te serve. Mais si tu es en train de te battre pour un spot, puis tu es dans le camp d'Aou, puis que la première game est en 2 semaines, tu ne sais pas encore si tu vas faire le cut pour être dress, ben, fuck it, man. T'as pas le temps. T'as pas le temps, man, de perdre. T'as pas le temps de perdre une rep. Eh, man, universitaire en plus, là, à Laval, on n'avait pas beaucoup de reps, là. Il n'y avait pas beaucoup de reps là, qui étaient donnés au second, third puis fourth string. Là. Puis tu le sais que si tu fais pas le jeu, il y a quelqu'un qui va le faire. Là. Ouais, puis je veux dire, tu veux pas vivre avec la pressure de OK, j'ai 3 jeux, ben il faut que je fasse un jeu. Puis là, tu forces les choses.
Mais moi, ce que je me disais, c'est OK, j'ai 3 jeux, je vais faire le mieux que je peux dans ce qui m'est enseigné. Puis, next thing you know, je me faisais burn parce que si je n'étais pas à l'aise avec la technique de man-to-man, par exemple, qui nous enseignait, je n'étais pas bien. Ça faisait pas de sens avec comment j'étais habitué de faire. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai stick. Plutôt que de me dire, OK, c'est man-to-man, il veut que je couvre mon gars, je vais couvrir mon gars, puis comme, si c'est pas clean techniquement, ben, puis que je couvre mon gars, puis que je fais un jeu, je fais un PBU, ben, that's it. Le coach va être content, là. Puis il y en a des gars avec qui on a joué. Il y en a des gars qui étaient pas clean techniquement du tout, mais ils faisaient les jeux, man, puis ils étaient sur le terrain. Exact. Exact. Puis là, t'es comme. Là, moi, j'étais bench. Puis là, j'étais comme, Chris, il applique pas la technique. C'est lui qui est sur le field, blablabla. Puis là, ça devient comme des pensées récurrentes qui sont négatives. Exact. Mais quand j'étais joueur, ce que j'ai fait de comprendre, c'est que le coach, oui, enseigne une technique, mais avant tout, il veut que la job soit faite. Puis il veut que tu fasses des jeux. Puis il va mettre le gars qui fait des jeux sur le field, puis qui fait la job. Puis la technique, même si c'est pas ce qu'il va te dire, est secondaire, tertiaire. C'est pas si important que ça au final. Exact. La technique est réellement ce que c'est, là, c'est te donner des chances puis te donner des outils pour avoir du succès. Mais ça veut pas dire que c'est l'outil qui va te permettre, toi, personnellement, d'avoir du succès. Moi, Le c'est meilleur de cette exemple, façon-là que je le coach. exact. Puis le meilleur exemple de ce que tu as dit, il y a une question de timing aussi. Je me relance. L'an passé, je t'allais donner un coup de main au camp de sélection de Team Québec. Puis à Team Québec, avant les oppositions puis tout ça, il y a des périodes où est-ce qu'il y a des teach puis tout ça. Puis dans ces moments-là de teach, ben, tu vas appliquer ce que le coach t'enseigne parce qu'il y a des coachs qui portent attention. Es-tu capable d'appliquer ça? Mais quand tu arrives en situation d'opposition, t'as là, t'as genre 6 reps, t'as 30 minutes, t'as whatever le temps que t'as pour prouver que tu as une place sur une équipe. Mm-hmm. Ben, tu vas utiliser la technique, tu sais, ball so hard technique, là, laisse faire. C'est la meilleure, man. Exact. C'est la meilleure technique, man. C'est la Tu veux faire meilleure un technique. tackle? Tu veux faire un tackle? Ball so hard. Tu veux faire un. Ouais. Tu pass rush? Ball so hard. Yeah. Réellement, en plus, là, Team Québec ou n'importe quel camp de sélection, les teachs sont là pour voir comment tu bouges naturellement, pour t'évaluer est-ce que tu écoutes le coach, est-ce que tu comprends ce que le coach dit. Il va pas évaluer là, si tu appliques bien la technique, mais que tu te fais burn, il sera pas content, man, puis tu seras pas pris. Là. Exact. Montre que tu écoutes, que tu es assidu. Là. Good, je suis un bon employé. Yeah. Ah, one-on-one. J'y vais de la façon que je sais que je vais baller. That's it. Exact. Puis tu balles, puis tu fais des jeux, puis tu fais l'équipe. L'affaire, c'est que, tu sais, je veux dire, la façon que tu interprètes ce que le coach te dit ou la façon que le coach va te parler aussi va influencer comment les joueurs vont interpréter ça. À Laval, c'était dans le temps que j'étais là, c'était très rigide. Quand on faisait pas la technique, on se le faisait dire dans le meeting room puis sur le tape. Là. On se faisait taper sur les doigts si on avait un pas qui était un demi-centimètre trop large ou trop tête. Là. En tant que coach maintenant, j'essaie de comme pallier à ça. Ouais. Je monte des techniques, mais quand je monte une technique, je veux toujours dire pourquoi on fait cette technique-là, puis c'est quoi le but, c'est quoi la job que je veux que tu fasses. Puis après, je le laisse toujours, je le rappelle toujours au gars. Au final, c'est ce que je t'enseigne, ça, amène ça. Tes 3 premiers steps, par exemple, fais-le de même, prends ton read, puis après ça, bouge la façon que tu es à l'aise pour avoir ton leverage, puis couvrir ton homme. Yeah. Puis tu vois, moi, je l'ai vécu, on dirait, d'une façon différente à Laval. À Vanier, man, je me souviens pas me faire corriger sur ben des techniques, là, pour terminer. Je me souviens pas nécessairement. C'est l'autre extrême, là, peut-être. Non, mais peut-être que c'est ma mémoire qui me fait défaut. Mais tu vois, à Laval, j'ai l'impression que moi, j'ai eu d'un point de vue personnel, puis c'est peut-être à ma position ou peu importe. Si je faisais un jeu, on me disait rien sur ma technique. Si je me faisais battre, puis ma technique était off, ben là, je me le faisais dire. Puis je peux comprendre pourquoi. Avec raison, tu m'enseignes quelque chose, je ne l'applique pas, je le fais pas. J'ai un exemple en tête. Tu m'enseignes de quoi? Tu m'enseignes que moi, je dois... J'y crois que c'est la meilleure façon de je vais avoir du succès. Puis là, ben, je le fais pas parce que j'arrive puis I'm fucking around. Mais je pense que c'est légitime de me le faire dire. Yeah. Sauf, plus j'en apprends sur comment un athlète apprend à bouger, sur qu'est-ce que la technique en tant que telle,
puis en coachant aussi, j'apprends des choses. Je pense que quand on parle de technique, on n'a pas les bonnes choses en tête. Dans le sens que te faire corriger sur ta rep, techniquement, c'est pas nécessairement prendre les bons steps, précisément, leverage ou whatever. C'est peut-être plus par rapport à relation avec ton opposant, avoir les yeux à la bonne place, réaction. C'est plus dans ces choses-là. Puis ensuite, de teacher techniquement comment est-ce que tu veux improve le résultat. Je pense pas que c'est nécessairement de dire à ton joueur, OK, ben là, dans cette situation-là, tu aurais dû faire un pas là. Dans cette situation-là, tu aurais dû faire un pas là. Je pense qu'il faut plus diriger les athlètes vers des schémas de pensée ou des réflexions qui vont leur permettre d'adapter comment est-ce qu'ils font leur footwork ou whatever, comment tu veux l'appeler sur le field pour réaliser la job. Amener l'athlète dans une réflexion de OK, je me suis fait battre. Pourquoi je me suis fait battre? OK, j'ai trop réagi fort sur ça. Pourquoi j'ai réagi fort sur ça? C'est plus, pour moi, la technique, c'est plus dans plus que j'évolue dans mon coaching, plus c'est vers là que je me dirige plutôt que d'appliquer précisément des pas ou whatever. Puis ça me mène un peu à, tu vois, mon erreur, qui, moi, m'a nuit, là, puis on est vraiment, vraiment dans la même ligne d'idée. L'autre chose qui m'a nuit personnellement, c'est que très souvent, j'arrivais sur le terrain, puis je jouais pour ne pas faire d'erreur plus que je jouais pour faire des jeux. Tu sais, t'arrives dans un mindset, puis là, tu t'alignes, puis là, t'es comme, OK, ça, puis là, tu penses à ton assignation, puis j'avais tellement peur de faire des erreurs que je me ralentissais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon jeu. Puis, tu vois, les gars avec qui on a joué, puis les gars qu'on voit jouer au cégep en ce moment, ou même ailleurs, qui sont les meilleurs, c'est pas les gars qui font jamais une erreur ou qui pensent à ça sur le terrain, c'est des gars qui, tu sais, ils arrivent sur le terrain, puis c'est time to play ball, tu sais, puis réellement, c'est juste ça. Je pense que ça, c'est une des choses qui m'a nuit. Tu sais, puis réellement, là, ce qui est le plus fou, c'est que je connaissais mes affaires, je connaissais mes shit. Tu sais, j'en faisais pas d'erreurs, ou presque. Là. Je veux dire, tout le monde en fait, mais les nombres d'erreurs que je faisais en situation de match étaient minimes. Puis si je les faisais, j'arrivais à les corriger, mais je gardais toujours cette peur-là de faire des erreurs. Puis pour moi, c'est comme si avoir du succès était ne pas faire d'erreurs plus que de faire des jeux. Puis changer ce paradigme-là, puis je suis convaincu que si j'avais fait un travail, soit que j'avais pris conscience de ça, ou j'avais fait un travail en préparation mentale, si j'avais consulté en psychologie sportive plus vite, c'est quelque chose qui aurait eu un déclic là, immense dans mes performances. J'ai aucun doute. Vraiment. Aucun doute. Vraiment. Puis comme c'est dur dans une situation que la compétition est forte à l'interne, parce que tu sentiras pas que tu as la latitude de faire une erreur. C'est peut-être ça. Mais comme, au lieu de mettre ça sur le dos des coachs, au lieu de mettre ça sur le dos de l'environnement, il faut que tu t'autorises à le faire. Il faut que tu t'autorises à le faire. Puis, je veux dire, ceux qui prennent le plus de risques vont avoir un plus gros reward aussi éventuellement. Puis c'est comme ça que tu vas faire des plays. Puis le coach va le voir. Le voir, puis OK, il a essayé de faire un play là, il était une demi-seconde off, il a undercut le route, puis il a juste un petit peu mal jugé la balle, mais il a presque pick, il a juste tip, puis finalement le receveur l'a attrapé. Alright, fine. Il va le voir. C'est une situation, par exemple, le PHL de 12-12, il n'y a pas de conséquences graves parce qu'il n'y a pas de game. Il va le voir que tu as le potentiel de faire ce jeu-là pareil. Ça sera pas le. Tu sais, je veux dire, c'est arrivé là, cette semaine, il y a un gars, là, une rookie, qui a fait un super bon coverage. Textbook. Au-dessus de son receveur. La balle est lancée. Il voit la balle lancée. Oh, juge juste mal la balle. Perd de vue où il perd le. Tu sais, quand je coach GDB, je parle de get in phase avec ton receveur. Il perd de cette façon-là. Fait que c'est pas nécessairement de vue, mais il perd le feeling de où est-ce que le receveur est. Le receveur attrape la balle au-dessus de sa tête, fait un toucher. Ben oui, je l'ai corrigé. J'en ai parlé. En dedans de moi, j'étais content. Parce que je suis comme, OK, il y a la possibilité de faire le jeu. S'il y a juste une petite affaire, il est un peu plus patient, il fait le pic. Mais là, il s'est fait prendre. Il va apprendre. Il va ajuster son timing. Puis la prochaine fois, il fera peut-être pas le pic. Il va peut-être juste avoir un bon coverage. Après, il va avoir un PVU. Puis dans un an, ou peut-être bientôt, il va faire le pic. Mais je le vois, ça. En tant que coach. Puis je suis pas aveugle à ça. Là.
probablement que faire cette erreur-là va accélérer son apprentissage puis sa progression, que si il avait été correct, il avait été un petit peu plus lent, il avait pas fait d'erreur, mais il faisait pas de jeu pendant tout. Peut-être que là, faire cette erreur-là est comme, là, je le sais, I'm not gonna do it again, puis ça vient cliquer, ça vient créer un certain déclic. Yeah. Écoute, une chose que j'ai appris là, dans l'apprentissage moteur récemment, c'est que si tu te fais coacher très tight, ok, sur un mouvement, au début, tu vas avoir des résultats plus rapides, mais à long terme, tu vas avoir un moins bon résultat. Explique. Versus si tu es coaché avec plus de latitude, moins d'instructions ou des instructions moins claires, mais qui te permettent de plus expérimenter. Au début, tu vas avoir un moins bon résultat, ça va être plus all over the place, mais à long terme, tu vas devenir meilleur. Fait que si par exemple, je coach un DB, puis j'ai dit, OK, au début, tout ce que j'ai dit, c'est, OK, de cette zone-là à cette zone-là, sois patient pour breaker sur les short routes, puis ensuite, là, je vais grosso modo. Ensuite, prépare-toi, parce que ça, c'est une zone où il peut y avoir des routes intermédiaires. Et après, ben, change de gear parce que je sais que c'est un deep route. Ben, c'est quand même vague. Le gars va essayer des affaires. Au début, ça va être off. Mais over time, s'il continue d'essayer d'appliquer ces principes-là, il va devenir meilleur que si j'ai dit 3 steps de shuffle, 4 steps de backpedal, 5 steps de tilt, whatever. Même si ça, au début, j'ai dit, il va avoir plus de résultats au début, mais pas à long terme. Fait qu'un coach qui est pas trop bon, pas trop clair, va générer des vraiment meilleurs joueurs de foot que... Faut qu'il soit clair dans l'intention de la tâche puis du résultat, puis qu'il donne des bons indices après ça sur quelles seraient des solutions possibles. Mais un coach qui est hyper directif, même si tu as l'impression en tant que coach d'être meilleur, ben c'est moins efficace à long terme. Puis tu vas développer des athlètes avec moins de créativité, moins de latitude. Tu vas développer un peu plus des robots, là, si on veut. Ça va marcher pour un athlète de temps en temps. Que pour lui, ça va fonctionner, ce que tu lui enseignes, mais tu n'auras pas le meilleur résultat overall sur ton groupe complet à long terme. Interesting. Mais ça, c'est une autre conversation, puis... Ah ouais, très intéressant. Très intéressante, mais écoute. Une autre erreur que tu as faite, peut-être reliée à autre chose que le training. Là. Ouais, ok. Ça en est un autre bonne. C'est une erreur par rapport à la nutrition. Ok. Puis à ce moment-là, mon erreur était. Ça vient aussi de la philosophie du mindset qu'on a parlé dans un des derniers épisodes par rapport à de où est-ce que j'arrivais d'un point de vue connaissance d'entraînement et ainsi de suite. Puis à ce moment-là, mon focus était beaucoup, ok, ben, un effort de X durée est un effort glycolytique. Un effort plus court, ben c'est pas glycolytique du tout. Un sprint ou un saut, c'est 100% ATP-PCR, tu utilises de la créatine, blablabla. Puis mon focus était purement là-dessus. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, je m'en vais jouer au foot. J'ai une pratique de foot, j'ai une game de foot. Puis là, je me disais, OK, ben, ma pratique de foot, réellement, je vais avoir un certain nombre de reps, peu importe, mais c'est des efforts de 3, 4, 5, 6, 7 secondes, peu importe. Puis mon focus, honnêtement, j'étais hyper low carb à ce moment-là, en me disant, mais au foot, j'ai pas besoin de carbs parce que c'est pas ça le type d'effort que je fais. Puis, il y a une partie là-dedans qui est pas fausse, mais il y a une partie là-dedans qui est, à mon avis, totalement une erreur puis qui a probablement nuit à mes performances. C'est pas parce que c'est pas faux que c'est vrai. C'est vrai. Anyways, fait que, tu sais, réellement, c'était un petit peu ça l'erreur. Tu sais, je me dis, OK, ben regarde, je suis good, mes réserves de ATP, PCA, je prends de la créatine, je suis good pour toutes mes accélérations, je suis good pour tous mes trucs. Puis réellement, ben probablement que j'aurais vraiment mieux performé. Pas nécessairement me dire, hey, je me claque un bol de pâtes avant toutes les pratiques. Tu sais, je pense pas que ça aurait été nécessaire, pour de vrai. Mais man, j'étais low carb en tabarnane par moment dans ma carrière de foot. Là. Genre, post-workout, je mangeais une pomme avec un protein shake, puis le soir, je mangeais une poignée de patates douces, puis ça se résumait à ça pour mes carbs. Je veux dire, si je mangeais 120 grammes de carbs parce que je mangeais des légumes en tabarnane, puis genre, je mangeais un avocat parce que... tu sais, je veux dire, il y a eu ça pendant une période, puis je pense que ça, honnêtement, ça a nuit autant à mes performances qu'à ma récupération sur le terrain de foot que dans le gym.
Surtout que, pour de vrai, il y a un moment où est-ce que j'étais en tabarnak de shape, là. Je veux dire, j'étais lean, là. J'aurais pu prendre plus de carbs, ça n'aurait pas été un problème, mais j'avais ce paradigme-là qui me bloquait de comme, il faudrait pas que je mange plus de carbs avant ma pratique de foot ou avant ma game de foot puis que je devienne fat. Tu sais, j'avais quasiment un focus sur ma composition corporelle, Ouais. mais pour vrai, j'avais un Plus que focus ta sur la composition performance. corporelle plus que ma performance en saison. Puis ça, honnêtement, c'était complètement wrong. Tu sais, je veux dire, maintenant, un gars à qui on parle, qu'on coach, peu importe, c'est comme in-season, ton focus, c'est 100% tes performances. Puis réellement, maintenir une composition corporelle adéquate, c'est pas nécessairement difficile in-season ou pas si tu t'entraînes et tu manges bien. Fait que C'est surtout pas parce que tu manges des carbs que tu vas perdre ta composition corporelle. non. Fait que ça, c'est mon erreur. Où est-ce que, tu sais, je veux dire, le seul moment que je faisais pas, je veux pas dire le seul moment parce que je me souviens pas de chaque année en détail ce que je faisais exactement avec ma nutrition, mais réellement, quand j'étais vegan, ben là, c'était pas pareil. Je mangeais des carbs en tabarnak. Tu sais, j'étais peut-être à l'autre extrême à ce moment-là quand j'étais vegan. Mais ça, c'est une des erreurs majeures. D'un point de vue nutrition, c'est probablement la plus grosse erreur que j'ai faite quand j'étais à l'université. Ben, c'est, je veux pas dire deux grosses erreurs, là, mais ça, c'est une des erreurs que j'ai absolument faites par rapport à mes performances, que je recommanderais pas à personne. Hey, j'enchaîne avec une dernière erreur que j'ai fait, mais rapidement, là, puis on développe pas nécessairement, mais je suis arrivé à l'université euh, pour la session d'automne. Moi aussi. Donc, j'ai miss out le camp de printemps Yeah. si j'étais rentré pour la session en hiver. Big mistake. Vraiment. Écoute, de quelle façon Pourquoi j'aurais pu t'as fait corriger ça? ça? Parce que j'ai changé de programme d'études midway durant mon collégial. Après Fait que t'as 3 pas eu le sessions, choix nécessairement. j'ai pas eu le choix, mais j'étais quand même loadé à l'école. Ok, Ouais. j'avais des sessions, là, c'était fou. Là. Mes sessions, c'était. J'avais stats, j'ai oublié le nom, là. On faisait les matrices et tout. Fait que c'était un cours de maths. J'avais un cours de physique, qui était un cours de maths. J'avais un cours de chimie. J'avais mon cours d'algèbre. J'avais un cours de bio. Ça, c'était mes sessions. Puis j'avais un cours de français là-dedans. Ça, je me rappelle, c'était mes sessions. Parce que j'ai condensé sciences nat en dedans de 2 ou 3 sessions au lieu de 4. Fait que comme mes cours de sciences, j'étais loadé raide. Écoute, honnêtement, fait que là, j'ai fait mon cégep en 3 ans au lieu de 2 ans et demi. Honnêtement, mettons que je joue au foot dans ce contexte-là, mais maintenant, en 2024, je pense que je prends une session de plus collégiale. Je me déload à l'école. Je joue 4 saisons de foot collégial. Puis je me donne une chance de plus de performer puis de me faire plus valoir, peut-être avoir plus d'offres universitaires ou d'augmenter j'ai draft stock en tête, là, mais c'est pas des drafts, là, tu te fais recruter. Là. Je gagne une petite étoile là, sur mon ranking Nike. Tu parles comme un bon coach de Limoilou. Là. Les gars, ils font tous 4 ans. Là. Hey, man. Là, c'est pas le coach de Limoilou qui parle. Là, c'est moi qui veux peut-être aider quelqu'un qui est dans une situation là, difficile collégiale qui est comme entre deux. Puis, ce qui serait arrivé, c'est que j'aurais pu avoir un camp de printemps universitaire, j'aurais pu intégrer l'équipe beaucoup plus tôt avant la saison. Comme ça, j'aurais pu voir dans quoi je m'embarquais, puis voir, OK, là, je suis là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour le début de la saison pour vraiment comme me donner le plus de chances possible. Puis là, j'aurais vu que j'étais trop lourd. J'aurais vu qu'il me manquait de speed. Puis là, j'aurais pu faire le shift rapidement. Là. Mm-hmm. Parce qu'on a parlé du dernier épisode que je suis arrivé pas trop assez agile, pas assez vite, trop lourd. Puis je veux dire, j'étais en grosse shape, là. J'étais en méga shape, là. Juste avant la saison, j'ai clean 3 plaques, man. Puis j'étais lean, puis j'étais jack. Mais j'étais pas prêt à jouer adversaire. Tu vois, dans ton cas, je le vois comme une erreur. Au début, quand tu as dit ça, je me suis dit, c'est pas une erreur. Là. C'est juste ton changement de programme qui a fait les choses de cette façon-là. Mais l'erreur, c'est de l'avoir condensé. Tu vois, dans mon cas à moi, je me dis un peu la même chose, mais différent. L'objectif pour moi était de le faire en 5 sessions, en 2 ans et demi. Mm-hmm. Puis je l'ai étiré en 3 ans parce que je me suis rendu compte qu'en anglais, ça marchait juste pas. Je suis rentré à Vanier, puis l'objectif, c'était de le faire en 5 sessions, mais j'arrivais dans mes cours, je comprenais rien, puis le workload d'études, puis de tout ça était tellement plus gros parce que je faisais une lecture, puis c'était long, tout était plus long, tout était plus difficile, que j'ai dû
Est-ce que j'aurais pu le faire différemment? J'aurais-tu pu prendre des cours d'été? J'aurais-tu pu mettre plus d'efforts à apprendre l'anglais plus vite, peut-être? Mais man, je suis rentré à Vanier, je parlais pas anglais. Puis de m'étirer d'une session, ça me prenait ça pour avoir du succès académiquement. Yeah. Par contre, man, I wish, puis le conseil que je donne à tout le monde, c'est fais 5 sessions quand tu es capable, puis rentre à l'université à l'hiver. C'est une des meilleures choses que tu peux se faire. L'option numéro 1, c'est 5 sessions. Ça, c'est le plan A. Mais le plan B, 6 sessions, je trouve qu'il est moins bon que le plan C, 7 sessions. Moi, je suis pas d'accord. Point de vue performance, point de vue... Moi, je suis pas d'accord. Point de vue transition universitaire, moi, je pense que... Moi, c'est là que je t'aime. Ça, je suis pas d'accord. Tu sais, il y a d'autres choses à prendre en considération, là. Mais je me remets à ma 6e session au cégep, là, puis j'étais plus capable d'être au cégep. J'avais juste hâte de partir, c'était long, j'avais plus d'affaires là. Personnellement, après ma 3e année collégiale, je me disais réellement que j'avais plus rien à prouver dans cette ligue-là, puis hey, je vais jouer à 20-21 ans avec des gars qui sortent du secondaire, puis je vais leur crisser des volets, comme pour moi, ça faisait pas de sens. Pour moi, ça aurait fait aucun sens de faire ça. Ça dépend des contextes, ça dépend d'un paquet de facteurs, je suis d'accord. Exact, c'est sûr, il y a ça. Moi, je vais parler plus dans mon cas à ce moment-là. Peut-être que j'aurais dû prendre une session de plus juste pour me déloader à l'école. Tu sais, je veux dire, mes notes n'étaient pas si bonnes entre autres à cause de ça aussi, là, en sciences nat. J'aurais pu juste... Tout aurait été plus smooth. Et je pense que ça m'aurait donné une chance de plus universitaire aussi. Oui, mais c'est vrai, ça dépend. C'est vrai. Tu aurais ajouté un star sur ton recrutement. Là, tu serais devenu au lieu d'être un 2-star, tu serais devenu un 3-star. Mais tu serais allé à Laval pareil. Je veux dire, si Laval te recrutait, tu serais probablement allé à Laval pareil, ça n'aurait rien changé. Je veux dire, d'un point de vue stars, ton recrutement, toi, personnellement, je suis convaincu que ça n'a rien changé. Il y a ça, tu sais, je l'ai mentionné, parce que je pense que c'est un facteur aussi. Puis je veux dire, il y a des gars qui le vivent, ils ont peut-être besoin d'une saison de plus collégiale parce qu'ils se font pas recruter du tout, mettons. Puis ils veulent être recrutés pour aller à l'universitaire, fait que leur plan c'est d'aller all-in puis de faire une session de plus pour avoir une chance. Ça, je le comprends aussi, honnêtement. Là. Comme tu as dit, ça dépend des contextes. C'est vrai que dans mon contexte, probablement j'aurais été à Laval quand même. Mais pour moi, là où est-ce que ça a été qu'est-ce qui m'aurait le plus aidé, ça aurait été la possibilité de faire le camp de printemps de plus. Oui, absolument. Parce que l'autre chose que je veux mentionner à ce sujet-là, c'est faire... Tu sais, si une équipe, je te donne un exemple, tu te fais recruter par plein d'équipes, mais tu te fais pas recruter par Laval, Montréal, Western, puis je sais pas qui, après ta 3e année collégiale, ben les odds que ces équipes-là te recrutent après ta 4e sont pas super élevés. Puis je n'ai vu des gars qui ont décidé de faire une année de plus pour se faire recruter par une de ces équipes-là où est-ce qu'ils voulaient aller jouer. Puis la réalité, c'est qu'ils te recruteront pas plus. Tu sais, je veux dire, ils savent très bien, après ta 3e année, ils ont déjà une bonne... À moins que vraiment tu aies un breakout year, puis ci, puis ça, mais ils savent. Ils t'ont vu aller, ils t'ont vu bouger, ils ont vu ton potentiel. Puis réellement, à partir de là, si tu aurais vu, puis il se serait dit, hey, il va être bon avec nous à sa 2e année, il va être bon avec nous dans 2 ans, mais il t'aurait recruté après ta 3e, puis la première t'aurais appris, puis la 2e t'aurais joué. Là. Fait que je pense pas que ça soit un facteur. En même temps, je suis pas coach universitaire, peut-être que je me trompe, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, je pense que si tu ne te fais pas recruter par une équipe après ta 3e année, je pense pas qu'après ta 4e, cette équipe-là va te recruter de manière générale. Si tu cibles précisément une équipe, là, c'est peut-être pas la bonne idée. Si t'es pas recruté du tout, c'est peut-être différent. Ouais, peut-être que. Alright, that's it. There you go. That's a wrap. Thanks. Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.